Et donc, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré. Vous pouvez applaudir, qui est là. Donc, on va passer une petite heure avec Anne-Catherine qui nous a fait le plaisir d'être là. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, en fait, vous connaissez très certainement le média qu'elle a fondé, qui s'appelle Novétique. C'est oui, ça? Absolument. Et Anne-Catherine, donc tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais toi, tu es journaliste. Oui. Donc, avec une carte de presse. Avec une carte de presse. Donc, ce qui veut dire que pour un certain nombre d'entre nous, je parle notamment aux communicants, on essaie d'être tes meilleurs amis. Absolument. Normalement. J'ai beaucoup d'amis. C'est ça. J'ai aussi beaucoup d'ennemis d'ailleurs, surtout en ce moment. Mais on essaie de te séduire, on essaie de te convaincre, on essaie de te joindre aussi quand on y arrive. Mais on n'est pas là pour parler pour ça tout de suite. On est là pour parler aussi de ton rapport aux mots, puisque ici, je pense qu'on se prend beaucoup la tête, on prend beaucoup de temps pour trouver les bons mots, et on se rend compte que les mots, en fait, ils deviennent assez vite désuets, galvaudés, trop utilisés, ils manquent de sens. Est-ce que toi, en tant que journaliste, avant de venir sur ton parcours, mais est-ce que toi, en tant que journaliste, tu t'es trouvé aussi confronté à une sorte de pénurie des mots, surtout dans le journalisme économique, hein, tu vas nous raconter ce qu'est Novétique, mais on se dit, mais comment je peux réussir à réinventer la langue? Alors, rien que ça, dès le matin, lundi, c'est un peu compliqué. Donc, il faut, pour que je n'ai pas l'air très prétentieuse, ce qui est très important, et finalement, on peut prendre un exemple très concret d'un mot totalement galvaudé, c'est développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce que j'essaie de faire, j'allais dire à titre personnel et à travers Novétique, c'est le fait que, pour moi, la façon dont on galvaude les mots, c'est qu'on les vide de sens. C'est-à-dire qu'on les utilise, mais pour agiter du vide, et surtout, et ça accompagne toute cette défiance des institutions, des entreprises, etc. Exemple d'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi l'assassinat de Brian Thompson, le patron de United Healthcare en plein Manhattan. Là où c'est absolument ahurissant, c'est-à-dire que c'est un meurtre, il y a un type qui a tiré dans le dos, et une très grande partie des Américains saluent sa mort, expliquent à quel point ce type était horrible, parce qu'en fait, United Healthcare est le premier assureur santé américain, et ils passent leur temps à refuser. Alors ils ont un tiers à peu près de refus de prise en charge, ce qui est 2 fois la moyenne du secteur. Et en fait, les douilles qui ont été retrouvées à côté de lui, c'est Deny, Delay et Defense. Et en fait, on pense que ça fait allusion à un livre qui est sorti il y a 10 ans, un essai sur le refus des assurances maladie et le fait que qu'elle ne paye pas, et c'est un juriste qui donne des conseils. Pourquoi je vous fais cette parenthèse? Parce que c'est les faits que les douilles soient marquées de mots, ça veut dire je fais de l'exégèse, pour l'instant on n'a pas arrêté le tireur, hein, donc j'en sais rien, mais enfin c'est vrai que c'est étrange, et ça veut dire qu'effectivement on est allé jusqu'au bout de redonner du sens à ces mots-là en disant puisque tu les incarnes pas, on te tue. Je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, ça traduit bien à quel point aujourd'hui, à force de vider les mots de leur sens, ou de pratiquer des choses qui sont vécues comme une agression par les gens. Il y a un autre message qui m'a frappé, c'est quelqu'un qui disait quand on tue quelqu'un dans la rue, c'est un meurtre. Quand on tue des milliers de personnes dans les hôpitaux parce qu'on refuse de les prendre en charge, ça s'appelle être un entrepreneur. C'est pour vous dire où on en est arrivé. Alors c'était en anglais, mais enfin ça vous dit beaucoup de cette puissance là négative des mots. Et là où je veux en venir, c'est que la langue économique, c'est particulièrement vidé de son sens. C'est-à-dire que certains d'entre vous y ont peut-être contribué. C'est-à-dire que la communication, je racontais à Loïc, effectivement, moi je suis pas très jeune, donc j'ai commencé dans les années 90. Et en fait, c'était l'émergence de la communication d'entreprise bien ficelée, qui s'est accompagnée en face de jeunes journalistes dans mon genre, parce que j'étais jeune dans les années 90, qui n'avaient pas d'expérience et qu'on mettait surtout pas sur un secteur. Donc en fait, le matin, vous faisiez la pharma, l'après-midi, tout autre secteur, et puis j'ai toujours évité les faits divers, mais enfin on pouvait vous proposer de faire un fait divers le jour d'après. Et donc du coup, forcément, vous preniez cette communication comme ce qu'elle était, et en plus, elle était en général très bien fichue, et donc vous êtes devenu, à l'insu de votre plein gré, un relais d'une communication. Et c'est au début, c'était très bien parce que tout le monde, les entreprises évidemment, elles essayaient de mettre en valeur leurs faits d'armes les plus glorieux. Et en fait, là où j'en reviens à développement durable, c'est que cette logique,
s'est appliqué exactement quand le développement durable a émergé, c'est-à-dire il y a 20 ans, et ce pourquoi j'ai créé Novetic en tant que média spécialisé sur ces sujets qui étaient complètement émergents. Si vous remettez il y a 20 ans, dire qu'il y a un impact économique et financier du changement climatique, c'était assez novateur, hein. Et très peu de gens étaient au courant. Ça s'est beaucoup plus répandu depuis. Mais là où je veux en venir, c'est que la communication adaptée au développement durable, c'est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire de dire qu'une entreprise assume qu'elle n'est pas en ligne avec l'accord de Paris, qu'elle n'est pas en ligne avec le verdissement d'un certain nombre de choses, qu'il y a des impacts négatifs de ses activités à tel et tel endroit, et en fait, c'est une communication de remédiation. C'est-à-dire de dire, j'accepte que ma situation soit celle-là, et elle est forcément nuancée, il y a des positifs et du négatif, mais d'avoir une communication très réelle, et non pas, regardez comme je suis beau. Et à partir de là, l'honnêteté consiste à dire j'ai pris conscience d'eux et voilà mon chemin. Alors de façon la plus crédible possible, puisqu'on a quand même eu une inflation d'engagement de neutralité carbone à 2050, ce qui ne veut strictement rien dire. Par contre, c'était pour cocher la case de dire si j'ai vu l'accord de Paris, donc il faut être neutre en carbone en 2050, donc j'y vais. En espérant que par miracle vers 2048, enfin au milieu de 2048, on va trouver la techno qui nous permettra d'y arriver là. Mais et ça, je suis une grande bavarde, je l'ai prévenu, donc il faut m'arrêter. Mais ça, c'est typiquement le genre de communication qui a tué la notion de développement durable, puisque même si on n'a pas fait bac+12 en développement durable, on sait très bien que tout ça, ça peut pas être crédible. Ce qui est crédible, c'est une communication humble, de je fais ce que je peux, je pars de là, je vais là, très honnête, avec des éléments de preuve, surtout les grands engagements, la façon 2015-2019, c'est terminé, il faut vraiment donner des éléments de preuve. Il vaut mieux prendre un petit engagement prouvé qu'un grand engagement de neutralité carbone dont on sait pertinemment que vous l'atteindrez pas. Et donc ça a complètement galvaudé la notion de développement durable. Il n'y a pas tant de greenwashing pur et dur que ça. Il n'y a pas tant d'entreprises qui disent qu'elles sont super vertes alors qu'elles ne le sont pas. En revanche, le fait de sous-entendre qu'elles ont pris des engagements climat, qu'elles financent je ne sais quelle bambouseraie, je ne sais où, et autres, pour elles, c'est dire qu'elles font du vert. Et ça, c'est du greenwashing. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est de remettre en question et de faire une transformation de son modèle économique. Et ça, honnêtement, je connais à la fois très peu de dirigeants et encore moins d'entreprises qui sont capables d'avoir un discours clair sur leur plan de transition et de transformation. Et c'est le sujet que leur pose la réglementation actuelle. Et là, je mets un point final. Vous ne l'attendiez plus, il est arrivé. Non, mais merci Anne-Catherine. Alors là, en fait, ce que vient de faire Anne-Catherine, c'est qu'elle vient de faire la cartographie de tous les sujets qu'on allait aborder pendant notre heure. Donc parfait, merci beaucoup. Donc tu n'es pas anti-communication, tu n'es pas contre les communicants, mais effectivement, je suis ravi d'être avec vous ce matin. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on est journaliste comme toi, quand on est communicant plume, comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, on manie les mêmes armes. On manie les mêmes. C'est pas des armes déjà. On manie les mêmes. C'est des armes non létales. C'est des armes non létales. Enfin, en tout cas, dans l'exemple que tu nous as donné, malheureusement, c'était pas le cas. On sent bien aussi que tu es une journaliste engagée. Et d'ailleurs, Novetic est un média engagé. Novetic, peut-être pour nous rappeler pourquoi tu l'as créé, c'était justement parce que tu voulais aider les entreprises qui souhaitaient s'inscrire justement dans le développement durable, même si le terme ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, qui voulaient, on va dire, passer du côté clair de la force, on parlait d'Obian Kenobi tout à l'heure, et de leur dire, au lieu de les fustiger, au lieu de les stigmatiser, on va peut-être essayer de leur donner de l'information fiable, claire, et peut-être dresser un chemin ensemble. C'est ça l'idée de Novetic à la base? C'est tout à fait ça, et c'est vrai qu'on avait une ligne éditoriale, et on l'a toujours peut-être jusqu'à tout à l'heure, et je vous raconterai après, qui en fait était très nouvelle. Et elle est restée, et c'est pour ça qu'on est devenu aujourd'hui une source de référence. C'est-à-dire mon idée dès le départ, moi je venais du monde de la télé, j'ai fait de la presse écrite, de la radio, et j'ai toujours essayé, dans des époques diverses, de capter les meilleurs modes de communication. Ce que j'ai appris, et je venais d'M6, ce que j'ai appris à M6, un M6 que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, mais qui était vraiment chouette à inventer, c'est qu'on pouvait parler de choses très compliquées,
mettre de l'économie à 20h50 le dimanche, décoder un certain nombre de choses et que ça marchait parce qu'il y avait plein de gens que ça intéressait. Et que donc on pouvait parler d'économie, de finances, de changement climatique à condition de le faire de façon pédagogique. Et le journalisme, et c'est pour ça que je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, c'est un métier de transmetteur, c'est-à-dire d'observer des choses plus ou moins complexes et de les transmettre au maximum de monde possible. Et quand vous venez de la télé, en plus, le web, c'est formidable parce que vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec des moyens qui n'ont strictement rien à voir avec la télé. J'avais, pour vous situer un petit peu le niveau, j'ai fait une nuit du web dans les derniers trucs que j'ai fait à M6, parce que je bosse sur le web depuis 1998, je crois. Ouais. Alors, quand vous faisiez, la blague qui est vraie, c'est que ma pauvre mère, qui n'est plus là, disait en 2000, je sais plus ce que fait ma fille, parce qu'avant, j'étais à M6, ses copines étaient ravies et tout. Mais là, développement durable plus web, elle est patauchée sérieusement. Donc tout ça pour dire. Anne-Catherine, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés aussi pour expliquer à leur famille ce qu'ils font. Hein. Voilà, je pense qu'ils sont dans le même embarras. C'est assez compliqué. Et là où je voulais en venir, c'est que cette nuit du web, ça vous paraît dingue, mais c'était en 98-19, je pense. Et on avait fait toute une nuit avec des stars, avec des gens de M6, etc., pour expliquer comment ça marchait le web, en fait. Et c'est assez fascinant que 20 ans plus tard, je vais pas vous expliquer où on en est, mais c'est ça les racines de ma façon de voir le journalisme, déjà pour commencer, et ensuite pourquoi Novetic. Alors c'est une suite de hasard total, mais je me suis dit, ce que j'ai appris là, c'est-à-dire qu'on peut faire de la pédagogie pour un nombre le plus grand possible, et avec le web, c'est qu'on peut toucher énormément de gens. On va faire deux choses importantes. La première, c'est avoir une langue relativement complexe. Donc déjà, c'était assez drôle quand on vient d'M6. J'avais tendance à... Ils parlaient tous du grand public à la Caisse des dépôts. Alors, je leur expliquais que non, c'était pas le grand public, c'était les gens qui lisent Le Monde, pour faire simple. Hein. Donc, qu'à partir de là, donc cette cible-là, c'était celle-là. Donc, on allait pouvoir parler, on allait faire des articles de 5000 signes. Et déjà à l'époque, on m'avait dit, mais vous êtes complètement fou. Personne ne lit des articles de 5000 signes. Alors, l'avantage d'avoir fait 10 ans de M6, c'est que vous pouvez dire, arrêtez avec personne ne fait ci, personne ne fait ça. Madame Dujnou, vous l'avez jamais vue. Il y a je sais pas combien de temps que vous n'êtes pas allé voir des vrais gens. Donc moi, je vous dis que je fais le pari que, et comme c'est le web, on peut le faire. Premièrement. Et deuxièmement, la ligne éditoriale qui était un pari, hein, c'était de dire, on n'a pas à être avec les ONG contre les entreprises, avec les entreprises contre les ONG. Ça paraît complètement... Déjà à l'époque, ça paraissait bizarre. C'est-à-dire que de dire si on doit sortir une info, on a traité que des sujets sensibles pendant plus de 20 ans, mais on les a traités avec cette ligne-là, qui était toujours si telle entreprise est attaquée par telle ONG sur tel sujet, on demande toujours à l'entreprise quel est son point de vue et on donne les points de vue. Donc ça a fait que pour des millions de lecteurs, on est aujourd'hui sur un prisme politique qui va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par toutes les nuances, parce que les gens viennent chercher de l'information chez nous et non pas de l'opinion. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à recruter des journalistes. L'équipe est vraiment une équipe de super qualité, mais le critère principal, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez, déjà tous les journalistes qui sont pas forcément de presse écrite, ils ont un petit problème dans l'écriture. Donc ça, c'est un sujet. Et le deuxième, c'est que quand on faisait des thèses, très souvent, les 10 premières lignes, ça allait, puis tout d'un coup, on avait l'opinion de Schmoldu ou Schmoldu. Et donc là, à chaque fois, je dis non, c'est pas votre opinion qui nous intéresse, c'est des faits. Vous racontez des faits, vous les relatez, et en économie, on en a plein de données, de statistiques, etc. Et donc, ça a fait cette espèce d'école de journalisme, hein, parce que j'ai fait le CFJ aussi, puisque je dois raconter mon parcours. Et la chance formidable que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est que pendant 20 ans, j'ai pu faire le journalisme auquel j'avais été formée et qui malheureusement, et ça c'est pour ça que j'étais très contente d'être avec vous ce matin, est en train de disparaître, d'être bouffé par plein de... parlons de Pac-Man, par exemple. Et ce journalisme, c'est, je dirais, le journalisme d'une honnête femme, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'idée on a des faits, on les retranscrit, on raconte des histoires. On a évoqué avec Louis le fait que le storytelling, moi, j'ai absolument rien contre, puisqu'il n'y a pas de mystère. C'est la meilleure façon d'amener les gens dans ce qu'on a à leur dire, mais en le faisant avec une très grande rigueur, c'est-à-dire que toutes nos informations sont vérifiées, tous les journalistes de Novetic ont une carte de presse et c'est pas un hasard, on applique la convention collective des journalistes, on a une déontologie et c'est ça qui nous a permis de survivre et de se développer pendant 20 ans. Bon.
Alors, Non, on a ciblé la fin de la partie. Mais c'est ça, effectivement. Donc oui, si vous suivez l'actualité novétique, donc c'est un peu compliqué puisque on saura cet après-midi à quelle sauce on est réellement mangé, normalement. c'est ça. Au Donc, 1er janvier. en fait, c'est malheureusement un jeu de domino assez malheureux puisque dette publique. Je pense que tout le monde est bien au courant du sujet. Toi, ton actionnaire principal, c'est la Caisse des dépôts. C'est même le propriétaire. C'est même le propriétaire de Novetic. Actionnaire. Le seul actionnaire, donc la Caisse des dépôts et consignations. Donc forcément, la Caisse des dépôts et consignations est aussi concernée par les réductions budgétaires. Et donc dans les choix qui ont été faits par la Caisse des dépôts et consignations, c'est de sacrifier. Je pense que le mot est malheureusement bien choisi là aussi. Novetic. Alors on le saura vraiment cet après-midi. On le sait cet après-midi. Effectivement, pour l'instant, le sujet alors c'est là où ça vous intéresse, j'imagine aussi, c'est en fait le dialogue. On est subventionné par la Caisse depuis 2003 pour des missions d'intérêt général qui sont celles que je viens d'exposer. Et on nous a demandé de nous développer, mais avec un modèle économique, dû le fait d'avoir une nouvelle plateforme sur abonnement, etc. Parce que t'es pas qu'un média. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, Novetic, c'est devenu une vraie plateforme. Donc à la base, c'est un média, et ensuite, c'est devenu une plateforme de services, d'information, d'accompagnement aussi. Voilà, l'ADN de Novetic et ce pourquoi on est subventionné, c'est d'être à la fois ce média que je viens de décrire, en accès libre grâce à notre subvention, ce qui permet de diffuser le plus largement possible, et un centre d'études sur la finance durable. Et donc ça, c'est notre ADN et c'est nos missions d'intérêt général. Le reste, donc les formations, on est auditeur du label Greenfin, un certain nombre on fait de la veille en fait sur ce qu'on appelle les risques ESG, donc ça on pourra en reparler tout à l'heure. Tout ça est payant par contre, puisque la Caisse des dépôts souhaitait avoir un modèle économique. Le problème, c'est qu'effectivement, on nous a pas laissé le temps de rentabiliser ce modèle économique et en fait, derrière ça, on s'est aperçu que là, il y avait une remise en cause du modèle d'intérêt général et du modèle subventionnel. Effectivement, comme tu le disais, parce que l'heure n'est plus aux subventions, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui fait que l'équipe a mené un combat formidable pour dire si on sert à quelque chose en fait. Et on a lancé une pétition qui a quand même 9000 signatures de gens. La Caisse est interpellée par plein de gens, donc c'est peut-être dans le climat délétère du moment. Moi, je trouve que c'est une vraie source d'espérer, c'est-à-dire que le combat qu'on mène nous, il est vraiment pour garder une voix qui dit, qui explique qu'en fait, il y a une transformation en cours, qu'en fait, il y a des solutions, qu'en fait, oui, il y a plein de choses qui vont pas, mais globalement, il y a une espèce de force qu'on voit très peu, qui sera un peu j'ai lu récemment le Humus de Gaspard Koenig, c'est un peu les vers reviennent, en fait, dans la terre. D'une certaine façon, il y a plein d'initiatives, il y a plein de transformations, et c'est vrai que là-dessus, si on disparaît, ce qui est une possibilité, honnêtement, j'en sais rien. C'est d'ailleurs ce qui rend folle autant dans l'équipe que moi, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer. Mais ce serait dommage, quoi. On a une super question là que je vais traiter juste après. Merci. Donc vous pouvez utiliser Menti pour pouvoir poser vos questions en direct. Pour rester sur le journalisme, donc le journalisme économique, dont tu fais partie, on va dire des parangons, des représentantes. Ouais, si, parce que c'est difficile. Alors pour ceux qui ont suivi les dernières COP, les derniers sommets, notamment économiques. En fait, vous avez une grosse différence entre les journalistes politiques et les journalistes économiques. Les journalistes politiques, c'est ceux qui vont raconter la poignée de main et toutes les coulisses hyper intéressantes. C'est-à-dire que là, effectivement, vous pouvez tourner des pages. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement ? Voilà, de savoir que machin n'a pas serré la main ou a essayé d'éviter la bilatérale avec tel pays. Et le journaliste économique qui, lui, va être vraiment dans l'explication des chiffres, le macro, le micro. Et effectivement, 5000 signes de les budgets de la COP. Au bout d'un moment, on se dit... c'est chaud, mais c'est aussi ça en fait ton travail, c'est de réussir à vulgariser des sujets qui sont complexes, et ils le sont vraiment. C'est-à-dire que je vais pas faire d'incartade dans le monde politique, mais quand on me dit l'économie c'est simple, non, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite d'être expliqué. Alors déjà, et puis effectivement, si on met une langue relativement travaillée, ce que j'essaie de faire au service de l'économie, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous apprends rien en vous disant que le monde est totalement siloté
aujourd'hui, et qu'effectivement, si on parle d'économie, on parle que de chiffres et d'Excel, en gros. Puis il y aurait le monde de la politique qui serait plutôt du côté de Word et de la nuance de la conversation. Bon, ce qui est plus du tout vrai d'ailleurs à l'heure actuelle. Parce que finalement, c'est encore pire qu'un tableau Excel. Mais l'idée, c'est justement, et c'est en ça qu'on est une sorte d'ovni, en fait, un peu un carrefour entre plein de mondes qui se connaissent pas. Et pourquoi? Parce que vraiment, et ça c'est mon obsession première, c'est que il faut qu'on arrive à restituer une pensée et une parole complexe pour expliquer la réalité des choses. C'est-à-dire que tout est écosystémique aujourd'hui, et en plus il y a des effets cocktails partout. C'est-à-dire que prenons un exemple très clair. Un autre mot bien galvaudé, c'est décarbonation. C'est-à-dire si vous refaites les 10 ans qui viennent de s'écouler, on a l'accord de Paris qui est quand même un moment formidable de consensus international en se disant oui, non, là, on a un sérieux problème, il va falloir qu'on s'y attaque vraiment. Vous avez un accord complexe, mais qu'on a contribué à décoder en expliquant qu'effectivement, il faut sortir des énergies fossiles, parce que c'est le nœud du problème. Et puis, vous avez tout j'ai perdu mon idée initiale, mais ça va revenir. T'étais sur décarbonation. Décarbonation, merci. Et ce qui est sorti de la COP21, c'était qu'effectivement, une idée fondamentale, on a les États, mais compte tenu du fait que le changement climatique est un problème global, c'est important les États, mais surtout, il faut que tout le monde résonne ensemble. Et on voit bien que c'est pas du tout le cas en ce moment. Et puis, les entreprises, les multinationales, qui sont aujourd'hui plus fortes quand vous regardez les 100 premières entités économiques mondiales. Il y a beaucoup plus d'entreprises, dont celle d'Elon Musk, que d'États. Vous avez beaucoup d'États qui n'ont pas le poids qu'ont certaines multinationales, à commencer par les 7 magnifiques que vous connaissez comme moi. Ils sont les spécialistes de l'IA. Et puis, vous avez les investisseurs. La planète finance, elle est aujourd'hui pas du tout en déficit. Il y a plein d'argent virtuel qui tourne autour de nous. Et qu'en fait, ce qui est sorti de la COP21, c'est l'idée que ces 3 acteurs devaient regarder ensemble dans la même direction. C'est-à-dire que s'ils n'agissaient pas ensemble avec le même objectif qui était l'accord de Paris, à ce moment-là, on pourrait jamais y arriver. Et ça, c'était énorme. Sauf que cette lecture claire des choses, et sur le fait qu'ils devaient interagir en plus tous les 3 ensemble, a été totalement perturbée. Et chacun, et comment par de la désinformation massive, par le jeter le doute sur tout ce qui est scientifique, rendre ce message pas très clair, parce que je suis pas bien sûre, enfin vous me direz, mais je suis pas bien sûre que vous l'ayez jamais entendu aussi clairement que ce que je viens de vous expliquer, alors que c'est très facile à comprendre. Et du coup, l'idée qu'ils avaient que État, entreprises et investisseurs avaient des intérêts convergents, et que l'intérêt convergent, c'était de lutter contre le changement climatique, ça, c'est jamais apparu vraiment clairement. Et ça, de ce point de vue-là, on est engagé, nous, à expliquer ça. Et pourquoi j'en viens à décarbonation? Parce que dans les temps qui changent, et j'imagine que vous y avez été confronté en tant que communicant, les entreprises ont bien compris que dire le changement climatique, je m'en fous, c'est plus possible. Et donc moi j'ai connu cette période-là. J'ai connu une période où quand vous interrogiez un dirigeant sur c'est combien les émissions de CO2 de votre groupe, il disait à sa DIRCOM tu vas me chercher le type là qu'on a mis au fond d'un placard, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'occupe de ça. Et donc c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Donc ça, on n'est plus dans cette période-là. Donc on arrive dans la période de on s'occupe du changement climatique sérieusement. Bon, en plus les gens veulent des données scientifiques complexes. Donc, on va dire qu'on veut décarboner, on va dire qu'on veut faire de la neutralité carbone, et on va donner des chiffres. Alors, la plupart des chiffres, je vous donne un exemple très concret, c'est vous prenez le pic, qui est en général dans les années 90, et puis vous annoncez un chiffre que vous décidez tout seul, donc genre, je vais réduire de moins 45% mes émissions comparativement à 92. Alors, c'est dans l'absolu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est 2 chiffres ronflants, donc vous dites ça doit être sérieusement compliqué. Donc bravo. Et puis vous savez pas à quoi comparer ça. Et donc aujourd'hui, vous avez la masse de la communication sur la décarbonation. Alors on a 2 problèmes sérieux pour moi. Le premier, c'est qu'on ne parle que de ça. Or, je parlais de cocktails et d'effets systémiques. Si vous ne faites que de la décarbonation, vous n'adressez aucun des problèmes globaux, à commencer par les limites planétaires, à commencer par plein d'autres choses, et surtout, vous ne faites pas le lien entre l'environnement et le social, vous n'avez qu'un problème, c'est de décarboner, et vous ne regardez pas la notion d'impact positif et négatif de l'activité. En fait, tu es auto-centré. Quand tu parles décarbonation, tu parles de toi.
déjà, et puis surtout, tu adresses une toute petite partie du problème. C'est-à-dire, le problème, il est beaucoup plus global que le changement climatique. Le changement climatique est une des variables qui explique la perte de biodiversité, qui elle-même va hypothéquer la plupart des business models. Il faut quand même regarder les choses en face. Et donc, avec ce biais décarbonation, je publie des études qui sont des données chiffrées qui peuvent être... Alors, je sais pas si vous connaissez la différence entre scope 1, 2 ou 3. En fait, tout le monde parle d'émissions de CO2. Déjà, si on parle des émissions directes, c'est scope 1, ce qui est en gros ce qu'on a en général. Scope 2, c'est le mode d'énergie qui est le vôtre. Donc, évidemment, si vous êtes aux énergies fossiles, c'est moins bien que si vous êtes aux énergies renouvelables, mais la plupart du temps, l'empreinte maximum, elle est en scope 3, c'est-à-dire indirect. Alors, typiquement, c'est pour ça que Patrick Pouyanné dit, écoutez, c'est pas moi le problème, c'est les avions, les voitures, tous ceux qui utilisent de l'essence, scope 3. Et effectivement, c'est vrai, dans le secteur pétrolier, la plus grosse empreinte, elle est de ceux qui utilisent le pétrole. Et donc on est dans ce jeu de c'est pas moi, c'est lui, on y va pas, et chacun annonce des principes de décarbonation à son échelle, et tu as raison, alors qu'on parle, la neutralité carbone, elle ne peut se penser que globalement. Et en plus, la question de comment on y va et qui mesure quand on ne sait pas ce qu'on compare, je vous donne juste un dernier exemple. On avait publié une étude sur la façon dont les centres commerciaux communiquaient sur leurs données de CO2. Et donc, quand vous regardiez les chiffres, vous disiez, machin, vachement mieux que truc. Sauf que machin, il prenait que les murs, il prenait pas les commerces qui étaient dans le centre commercial. Donc, forcément, vous disiez, c'est moins émetteur. Et donc, c'est un exemple très concret des problèmes de communication qu'on a aujourd'hui, parce que alors, on manie des mots savants, décarbonation, CO2, etc. Et en fait, c'est ce que j'essayais de dire au début, ces mots sont vides parce que personne ne dit la même chose. Et sur à peu près tout le vocabulaire autour du développement durable, on a ce problème qui est tout le monde annonce des choses assez ronflantes, des mots, des beaux mots, etc. Mais personne ne met la même chose dedans. Et la plupart du temps, c'est un peu une espèce de nuage de jargon derrière lequel on cache souvent beaucoup d'inaction, en fait. Alors, tu parlais effectivement des mots que l'on vidait de son sens. Le mot impact que tu as prononcé, c'est un enfin, vous avez été, Novetic, un des premiers à réellement l'utiliser pour se dire, en fait, il faut plus parler de développement durable, il faut parler d'impact. Il faut plus se dire, parler de mes activités et ce que ça génère sur moi et chez moi. C'est plutôt, mais en fait, je regarde mon environnement qu'est-ce que j'apporte et aussi qu'est-ce que je détériore sur mon environnement, l'impact. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'impact. Il y a de l'impact absolument partout. C'est encore un mot galvaudé. Ce qui est peut-être intéressant pour vous, c'est le péché originel de tout le cadre obligataire sur ce qu'on appelle le développement durable, c'est d'avoir fait des obligations de reporting floues. C'est-à-dire que ça commence avec l'article 116 de la loi NRE en 2001 de mémoire, ou 2002, je sais jamais. Et on dit, voilà, vous devez, aux entreprises de grande taille, vous devez publier des informations sur une liste de thèmes sans aucune autre précision. Donc, si je reprends l'exemple de Total, par exemple, il publiait des informations sur son siège social à La Défense. Il était tout à fait, il respectait la loi, hein. Effectivement, c'est pas très passionnant d'avoir le menu de la cantine à La Défense quand on fait l'extraction pétrolière partout dans le monde. Mais c'est pour vous, là où je veux en venir, c'est que on a beaucoup parlé et ça a un rapport avec l'impact, c'est-à-dire de choses, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de communication plutôt favorable, et ce qui fait que finalement, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, je l'ai entendu récemment, du moment que vous avez mis des LED, qu'il y a un menu bio à la cantine, voire végétarien, et que vous avez des poubelles recyclées dans l'entreprise, vous avez un certain nombre de dirigeants qui pensent qu'ils ont fait le job, hein. Or, encore aujourd'hui. Ah oui, je l'ai entendu de BPI il y a quelques mois. Donc, non, encore aujourd'hui. Oui. La BPI appréciera, hein, la Banque publique d'investissement. Non, il disait que les entreprises... Non, c'est pas eux. Non, oui, tu as raison, les mots ont un sens. Non, c'est quelqu'un de la BPI qui donc voit plein d'entreprises toute la journée, qui expliquait que son problème, c'était ça. Qui témoignait, bien sûr. Son problème, c'était ça, c'est qu'elle rencontrait des dirigeants qui disaient ça. D'accord. Et donc, après, pour aller leur expliquer qu'en fait, non, le sujet, c'est l'impact de leurs activités, et que c'est ça le sujet, parce qu'en fait, le mot d'impact, il est galvaudé, mais c'est vrai que c'est assez étonnant en termes de communication, mais vous le savez peut-être encore plus que moi, c'est comment finalement, sur ces 20 dernières années, il y a un mot qui prend, alors à un moment c'était développement durable, qui est d'ailleurs un mot très pauvre par rapport à la version anglaise, hein, sustainability, ça veut pas dire développement durable en fait, ça veut dire durable et soutenable. Et si on avait retenu soutenable,
eh ben on n'en serait pas là aujourd'hui, puisque ça serait effectivement l'idée que si c'est pas soutenable, c'est pas possible, quoi, en gros. Et c'est ça l'idée. Hein. On a Brian Jenner des plus anglophones qui pourrait le dire. Pour une fois, l'anglais est plus précis que le français. Pour une fois. Mais il y a plein de fois, en fait. Alors, d'abord, c'est des concepts plus anglophones ou anglo-saxons. J'aime pas ce terme, mais anglophones, ils sont beaucoup plus riches, en fait, parce que il y a beaucoup plus de nuances ramassées dans un seul mot que nous. Il faut qu'on mette 3 lignes pour dire des choses. Et c'est vrai que cette idée qu'on a choisi durable, qui ne veut strictement rien dire, hein, c'est un mot valise par définition, versus soutenable. Qui fait que vous parliez d'Olivier Hamon, de la robustesse, de la résilience, parce qu'en fait c'est tout ça qui est dedans. Et donc derrière impact, il y a bien aussi la logique de si on mesure son impact, on s'aperçoit des choses qui ne sont pas résilientes, pas soutenables, et que c'est là où on commence sa transformation. Donc après, on est dans une époque, je vous apprends rien, où effectivement le fait de s'employer, de généraliser des termes qui sont des mots valises dans lesquels on met tout et n'importe quoi et que du coup on les vide de leur substance, c'est une des stratégies de la désinformation, soyons clairs. Alors, je pense que impact, on l'a tous. Hein, et d'ailleurs, on en a même fait un verbe, impacter. Enfin, donc ça vient effectivement de l'anglais. Merci. C'est toute votre faute en fait. Mais enfin, on le fera cet après-midi. Vous savez qu'on va avoir une masterclass sur l'IA. Hein, pour ceux qui utilisent régulièrement ChatGPT, il adore impact. Hein. Il nous met impact partout, impacté, impactant. Voilà, tout est impact. Alors, mais si tout est impact, rien n'est impact. C'est vrai que et ça, je trouve que l'IA et ChatGPT en particulier, mais pas que, génère, on en a parlé tous les deux, ce que j'appellerais une langue de coton ou une langue, une espèce de langue quand vous lisez, vous savez que vous lisez du ChatGPT. Vous le savez, j'allais dire presque physiquement. C'est-à-dire que j'avais lu une très belle chose d'un prof de français qui avait testé ChatGPT et qui s'était dit au départ totalement désespéré, je vais lire plein de copies totalement insipides. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se disait oui, mais ça me procurera jamais les émotions sauvages que procurent des vrais textes écrits par des vrais gens que vous êtes et que je suis. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors là où en plus c'est assez fascinant notre technologie moderne, c'est que tout ça se développe tellement vite que j'ai lu il y a quelques jours le fait que sur LinkedIn par exemple, il y avait 189% d'augmentation de contenu généré par uniquement ChatGPT ou l'IA générative. Et ce que disait la personne qui analysait ça, c'est qu'en fait, du coup, on va arriver très très vite à ce que des machines de ce type-là, en fait, apprennent sur elles-mêmes. Et donc, elles vont là aussi se vider de leur substance très très vite, parce que cette espèce de langage assez vide, s'il s'entraîne sur lui-même, le vide génère du vide. Hein. Je suis pas une grande physicienne, mais a priori, c'est clair. Et donc, du coup, moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste et je pense sincèrement, on est dans un backlash généralisé où les affreux ont l'air de gagner toutes les guerres face aux façades, mais à part ça, je pense que c'est vrai que globalement, il y a quand même l'émergence de quelque chose de fort, de puissant, parce que c'est en fait les gens aspirent à ça. En fait, c'est-à-dire qu'il faut pas, il y a une espèce d'illusion médiatique et politique qui est en train de se mettre en place, comme si les gens attendaient des types monstrueux qui leur disent qu'ils vont avoir souffrir mort et martyr parce que de toute façon ils n'existent pas, avec un grand mépris, et que ça c'est pas vrai en fait, les gens attendent ça, c'est pas vrai. Pour revenir sur les entreprises, d'ailleurs cet après-midi on va faire un peu de prospective, enfin un peu de design fiction, il y a un atelier. Il y a quand même un monde qui se dessine avec des multinationales, des grands groupes. Tu as parlé des 7 magnifiques, on parlait des GAFAM, des BATX. Qui sont un peu les 7 magnifiques aussi. Qui sont un peu les 7 magnifiques également. C'est un peu des amis. Ouais, c'est ça. Qui ont la puissance, en tout cas financière, d'État. Et on avait une super question qui, donc là sur le chat, n'oubliez pas, hein, quel est votre point de vue concernant les B Corp? Alors, je pense qu'en fait ça veut dire, est-ce que B Corp c'est bullshit? Voilà. Ou est-ce que ça part sur le talent. Ah, bon. Faut que je le vois avec le talon qui a trempé le mot. C'est ça. J'avais compris. Attention au vert. Moi, je me disais, on s'en est avec les B Corp. Tu sais, il y a quelqu'un qui a un côté. On a un militant et quoi. Bravo. Un empoisonnement spectaculaire. Bravo. Mais je le lis pour toi. Donc, quel est votre point de vue concernant les B Corp? Donc, on rappelle B Corp, c'est cette, comment dire, c'est une méthode, en fait, de transformation de l'entreprise. Nous, on le traduit comme l'entreprise à mission.
de manière un peu restrictive. Oui, c'est un sujet. Merci, c'est adorable. Donc, je vais essayer de pas le mettre au même endroit, hein. Ça va éviter le coup. Parce que j'essaie de pas tourner le dos à cette partie de ça. Alors, et d'ailleurs, je voudrais quand même répondre à l'autre première question, peut-être, aussi. Non, je répondrai après. Tout de suite, après? Ouais, ok. Quand on revient sur Donc, alors, sur Bicorp, c'est un peu comme sur entreprise à mission et par rapport à votre sujet, c'est-à-dire que nous sommes un pays formidable, nous sommes d'accord, qui en fait parle beaucoup et agit beaucoup moins. Donc, de facto, donc là, le point positif, c'est qu'on a l'art de la conversation, théoriquement. Le point négatif, c'est qu'on parle beaucoup et pendant des années avant de faire quelque chose de concret. Je fais partie des gens qui ne sont pas fans du tout de la loi Pacte, de la raison d'être, de l'entreprise à mission. Et donc, c'est pas, pour moi, le problème, c'est pas tellement Bicorp en soi, mais c'est la façon dont finalement aujourd'hui, c'est intéressant le processus Bicorp, honnêtement. C'est-à-dire que c'est quand même un référentiel solide. De ce que j'en connais, des entreprises que j'ai pu rencontrer qui ont fait la démarche, c'est quand même une démarche qui aide à faire de la transformation par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc moi, globalement, je trouve que c'est plutôt ça le sujet. Alors après, c'est Je crois qu'on est en entreprise Bicorp. C'est mot-clé, je crois que vous êtes Bicorp, non? Pas du tout, d'accord. Bah, très bien. Échec. Mais on pourrait. Oui. Donc, là où je veux en venir, et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs pour, j'imagine, des gens comme vous en partie, c'est que là, on a ce que j'appelle le big data ESG, qui est un big data de mots, en fait, hein, d'expressions, de choses comme ça. Alors, ESG pour environnement social. Vous êtes formidable. Environnement social et gouvernance. Donc, là, je vais essayer de pas parler trop technique, mais en gros, on a un environnement dont Bicorp fait partie, avec des référentiels dans tous les sens. Rien n'étant obligatoire, les entreprises choisissent ce qu'elles veulent et donc choisissent leur modèle, leur référentiel, etc. Et souvenez-vous de ce que je disais sur mes histoires de comparaison d'émissions de CO2. Là, c'est exactement pareil. Pour quelqu'un de l'extérieur, est-ce que l'entreprise X certifiée Bicorp, c'est mieux que l'entreprise Z qui est entreprise à mission ou l'entreprise Y qui, elle, ne fait pas tout ça, mais finalement on fait des choses plutôt positives? On n'en sait rien et c'est très difficile aujourd'hui. Théoriquement, oui. Alors, oui, théoriquement, mais je pense que on parlait de messages, de communication, etc. C'est pour des gens experts qui connaissent les sujets, c'est vrai qu'une entreprise certifiée Bicorp, on sait qu'elle a fait tout un parcours et que ce parcours est certifié par un tiers externe. Donc, globalement, elle a fait des tas d'efforts. Donc ça, c'est de toute façon positif. La question qui nous occupe là aujourd'hui, à partir de maintenant et dans les années qui viennent, où il va falloir accélérer, c'est vraiment la baseline que nous avait trouvée Raphaël, qui était accélérateur de transformation durable. Qui était Novetic. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour accélérer, il va falloir passer à la vitesse supérieure, qui consiste pas à cocher des cases d'un référentiel donné ou à adopter des raisons d'être plus ou moins fumeuses, si derrière, on n'agit pas. Et c'est une usine à gaz où je suis partie de certains comités de mission. Bon, c'est très intéressant, mais enfin, on n'est pas. C'est très administratif. Il faut cocher des cases. Il y a un autre. Enfin, c'est pas. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une démarche qui emmène. Qui est le sujet principal aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'emmener les salariés des entreprises, leurs actionnaires, enfin l'ensemble de leurs parties prenantes dans un projet qui comprennent, qui soit lisible, etc. Et les logiques, qu'elles soient Bicorp ou autres, elles sont pas de cet ordre-là. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, je dis souvent en ce moment que la plupart des grandes entreprises ont fait faire la fresque climat à leurs salariés massivement, sur des dizaines de milliers de salariés. Ça a été un vrai succès, on peut le dire. Hein. Oui, mais j'appelle ça placer des bâtons de dynamite dans sa propre maison. C'est-à-dire que, en gros, vous sensibilisez des gens qui ne sont pas forcément ça vous permet de cocher la case, de regarder comme je suis engagée sur le climat, puisque j'ai formé, je sais pas, 20 000, 30 000 personnes à la fresque sur le climat. Ça aide à comprendre l'enjeu. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas trop voir en face. Et donc, du coup, vous retournez forcément vers votre entreprise en disant, alors, ça a l'air très, très grave, qu'est-ce que vous faites, vous? Et là, vous avez toutes ces grandes entreprises qui ont des politiques climat, mais qui sont rarement à la hauteur de l'enjeu.
Donc, comment on va se débrouiller là dans les dix, et c'est un enjeu de communication majeur, hein, parce que l'entreprise a coché la case pour le monde extérieur. En revanche, pour l'intérieur, il va falloir passer à la vitesse supérieure dans la capacité de transformation. Et le sujet n'est pas la certification. Et l'autre problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, alors je sais pas si je dis un gros mot pour vous, hein, la CSRD qui doit rejoindre. Et ça, c'est intéressant. Je sais pas ce qui se passe dans les boîtes entre le fait que c'est un enjeu de reporting, donc c'est pas la com, mais en même temps, j'imagine que la com doit être confrontée au fait de rendre ça intelligible et lisible. Et alors, vu les rapports CSRD que j'ai vus, c'est un sacré boulot. Hein. CCRD. Alors, Corporate Sustainable Reporting Directive, visiblement dans la salle, on sait de quoi je parle. On a des rédacteurs de ces rapports dans la salle. Et voilà. Qui sont encore en vie d'ailleurs. Et c'est super intéressant parce qu'alors là, dans la série Malentendu, l'esprit de la loi, c'est que on doit utiliser cette réglementation exclusivement pour comprendre ses impacts, faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité, c'est-à-dire de se rendre compte à la fois de comment, par exemple, le changement climatique impacte l'entreprise, mais aussi en quoi elle aggrave ou elle contribue à résoudre le problème. À partir de là, on détermine des points clés sur lesquels on est censé reporter. Et à la fin, je vous le fais un peu raccourci, mais on fait des plans de transition. Et c'est ça qui doit être lisible et intelligible. Et donc, c'est là où des gens comme vous sont absolument précieux pour rendre ça intelligible. Sauf qu'on est en train de monter une usine à gaz sous la pression des auditeurs qui en ont fait leur nouvel Eldorado, de 1100 data points. Franchement, j'ai vu un rapport récemment, je me disais, mais c'est pas intéressant. Ça sert à nourrir grassement, hein, parce que la moindre les cabinets de conseil, c'est ça? Ouais, la moindre mission est à au moins 1,5 million, je crois. Donc les ETI sont en train de faire. Ah oui, c'est. Vous dites, je suis pas payé assez pour faire tout ce que je fais. Eh ben, vous avez raison. C'est peut-être trompé de métier. Ouais, c'est ça. Non, mais auditeur, c'est pas le même genre. Hein, c'est un autre genre. Mais il y a vraiment, et c'est là où je veux en venir, et on est bien sur des questions de mots, de compréhension, etc. C'est-à-dire que vous avez tout un jargon technique, la taxonomie, ça fait 400 pages, etc. Que donc ne maîtrise que quelques experts, et ça rend illisible finalement l'ensemble. Alors que, et ça c'est votre job finalement, il y a moyen de moyenner, et il y a moyen d'en faire un outil stratégique majeur. C'est pas interdit par la loi du tout, mais vous voyez, et je vais peut-être finir là-dessus. Aujourd'hui, on voit bien que les forces contraires sont quand même en pleine forme, et on m'avait expliqué juste après la crise financière qu'il y avait deux moyens de s'opposer à une régulation, soit dire ah non c'est pas possible. Mais sauf que là, aujourd'hui, dire c'est pas possible de lutter contre le changement climatique, c'est pas possible de faire ça, c'est difficile. Donc, du coup, on noie une réglementation sous un déluge de précision administrative qui fait que plus personne ne la comprend, personne ne se l'approprie et que du coup, elle sert pas à grand chose. On avait une question toujours sur Bicorp qui était plus une exclamation. Hein, tu vois, qu'attendent Total et la BNP pour être Bicorp, à moins que ce soit déjà le cas. Total, ils en sont très loin et ça va être très compliqué. BNP, pour ceux qui suivent un peu leur communication corporate, ils essaient, mais c'est quand même pas facile. Hein. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années avec Danone, qui a essayé de se mettre dans la voie. Alors, c'est vrai que par rapport à ça... La question de taille, en fait, finalement. Oui, déjà. Et puis, dans le cas de Danone, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que ça ramène... Moi, je connais pas assez le logiciel, le référentiel Bicorp pour pouvoir rentrer là-dessus. Mais sur Danone, ce qui est intéressant, c'est que comment ils ont réussi, en étant Bicorp, à finalement pulvériser l'image qu'ils avaient construite tout au long des années. Et en gros, si vous remettez il y a à peu près 20 ans, il y a eu le début de Danone, c'est quand même tellement mieux que Cadbury et Mondelez et compagnie, parce que c'est des produits sains, c'est de l'eau, etc. Donc ils ont commencé toute leur communication sur nous, on fait de l'eau et de la santé et des produits sains, des yaourts qui sont bons pour le transit, etc., etc. Et porté par Emmanuel Faber, qui s'était fait qui était à ce moment-là le symbole du patron préoccupé de développement durable, qui en plus, grâce à son frère, il y avait, je crois qu'il était schizophrène. Oui, une histoire personnelle. Une histoire personnelle. Le côté moine soldat au service d'autre chose que de l'EBITDA et du profit. Tout ça a volé en éclats pour deux raisons. La première, c'est que
Emmanuel Faber, qui est aujourd'hui donc le patron de la nouvelle norme sur les sujets de responsabilité sociale et qui milite justement pour ce qu'on appelle la simple matérialité, c'est-à-dire l'impact financier, par exemple, du changement climatique, ce qui veut dire qu'il n'est pas trop au service de la transformation. Donc c'était un premier sujet. Par contre, il a été débarqué dans l'agroalimentaire. C'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe parce que ce soit lui ou Paul Polman qui avait tenté de faire de la transformation de l'industrie agroalimentaire sur le côté justement, on est mieux disant sur le plan environnement et social, ils ont tous les deux été dégagés et leurs deux boîtes sont aujourd'hui sur des paramètres très à l'ancienne. Mais ça va pas du tout mieux. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, la surface des choses et les mots employés laissent penser que les forces du mal ont plutôt gagné ou le côté obscur de la force a plutôt gagné. En fait, si vous regardez les chiffres, si vous regardez l'économie, c'est faux. C'est-à-dire que ça va pas du tout bien. C'est que refaire des méthodes à l'ancienne, alors le cas emblématique du moment, c'est le débarquement de Carlos Tavares sans autre forme de procès, mais quelque part, pour moi, c'est le début de la démonstration que ces méthodes-là n'ont plus d'efficacité. Parce que essayer d'appliquer des vieilles recettes sur un monde qui a complètement changé, ça ne fonctionne pas. Et pour en revenir à Danone, un des trucs où je m'étais dit non mais c'est pas possible quoi, les gars ils ont pas compris le sujet, c'est-à-dire qu'ils avaient fait tout un truc pour expliquer que la bouteille en plastique d'Evian, elle était entièrement recyclée. Et en fait, leur politique climat, c'était de faire recycler leur bouteille plastique. Et Faber était encore là. Et là je me suis dit mais ils ont rien compris, c'est-à-dire qu'en fait leur problème c'est la bouteille plastique. C'est pas et en gros et c'est le moment où vous avez eu ce décrochage, c'est-à-dire de dire si on veut vraiment être Bicorp, leader de son domaine, etc. Il faut qu'on ait une pensée écosystémique et que quand on fait de l'eau en bouteille, en plastique, le sujet c'est pas tellement la qualité de l'eau où vous réduisiez je ne sais quoi, je ne sais où, vous compensiez je ne sais quoi, je ne sais où, c'est bien le cœur même de votre métier, c'est de vendre de l'eau en bouteille en plastique. Et ça, c'était en 2018, je crois. Et je m'étais dit, ils vont droit dans le mur. Là-dessus, Covid, donc tout le monde arrête d'acheter des bouteilles en plastique, donc ils se sont cassés la gueule sur ce marché-là. C'est ce qui a réellement provoqué la chute d'Emmanuel Faber. Et ils ont jamais retrouvé ce niveau-là, puisque la question de la vente d'eau en bouteille est devenue un problème majeur, que la pollution plastique est devenue un sujet majeur, même si la signature du traité a échoué. On arrive à la fin de notre échange. Ça, j'ai pas trop parti dans tout Non, non, c'est bien. J'avais dit que tu avais mis la cartographie au tout début. Tu as parlé de storytelling et tu disais il y a quelques instants que les vieilles recettes reviennent. Alors pour le coup, le storytelling, qu'on soit journaliste, qu'on soit communicant, je pense qu'on en use et on en abuse, mais ça fonctionne parce qu'on aime qu'on nous raconte des histoires. Je disais tout à l'heure, les journalistes politiques, ils nous racontent la poignée de main, l'entrevue, les 100 milliards qui finalement ne sont pas 100 milliards et comment ça s'est passé. Est-ce que l'information et la communication sans storytelling, ça peut exister? Oui, ça peut exister, mais je pense qu'il faut pas. Et ça peut impacter, tiens. Oui, bien sûr. Mais le storytelling, c'est pas semer le doute. C'est pas la même chose. Et en fait, le problème du storytelling actuel, c'est qu'il s'est mis. Enfin, je dis bien sûr pas vous, mais il s'est quand même beaucoup mis au service de la désinformation. La façon dont finalement les stratégies de semeur de doute au départ uniquement de l'industrie du tabac puis de celle du fossile s'est totalement répandue partout. Ce qui fait qu'on nage aujourd'hui dans une confusion et c'est pour ça qu'un média comme Novetic est absolument indispensable parce que si on veut s'informer aujourd'hui, je sais pas, en regardant Internet, sur un sujet donné, on est vite totalement noyé en se disant mais moi je veux juste des faits clairs, nets et précis. Alors après on demande à ChatGPT qui vous fait, enfin l'infobésité est un vrai obstacle à la clarté des messages. Je sais pas si vous avez vu récemment d'ailleurs passer sur le fait qu'un scientifique disait à Eugénie Bastier, je crois, il va falloir être obligé de se taper les gens qui disent que la Terre est plate. Et elle disait, bah oui, au nom de la liberté d'expression, il faut se taper les gens qui disent que la Terre est plate. Et je pense qu'on est là, à ce niveau-là du problème. Là où je veux en venir, c'est qu'on est bien là-dessus. Alors, prenons le chef de ce genre de choses qui s'appelle Elon Musk, qui a donc un réseau social. C'est-à-dire que aujourd'hui, la façon dont on peut traiter une information qui est au départ un fait, ce qui est le métier du journalisme, c'est de partir de faits, d'éléments prouvés. On n'est jamais censé donner une information sans avoir croisé de sources, etc., etc. Bon. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps.
Mais surtout, c'est ça la base. Et là où je me suis dit, on est dans un moment compliqué pour le journalisme, c'était au moment du fameux week-end où on croyait avoir retrouvé, comment il s'appelle déjà, Dupont de Ligonnès. Et donc, je discutais avec une amie qui bosse à France Info et je lui dis, mais comment vous avez sombré dans ce délire, quoi? C'est quoi l'histoire? Parce qu'au fait, il y avait un témoin un voisin, pardon, du type soi-disant arrêté, qui disait, mais écoutez, je ne comprends pas, ça fait 30 ans que j'habite à côté de lui, c'est moi qui l'ai accompagné à l'aéroport, je peux vous dire que c'est pas Dupont de Ligonnès. Et donc, je dis à mon ami, mais comment vous avez pu confondre, enfin, comment vous avez pu vous embarquer dans un truc alors que vous avez un type visiblement totalement sincère, il me dit, c'est mon voisin depuis 30 ans, il a jamais quitté la maison, je ne comprends pas. Et elle me dit, oui, mais on avait 4 sources. Je dis, mais 4 sources de quoi? Et alors, elle m'explique qu'effectivement, c'est 4 sources policières différentes, dont une seule au départ, celle de Glasgow. Bon. Et donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que quand, pour des raisons de moyens, et elle m'explique que de toute façon, on a attendu, mais tous les autres se sont mis à le faire, alors nous, on a été obligés de le faire. Je dis, mais tu te rends compte que là est le problème. C'est-à-dire que sous prétexte que vous, France Info, qui êtes censé avoir plus de déontologie, etc., vous attendez, mais qu'à un moment, comme tous les loups se sont lancés dans la bataille, bah, vous y allez aussi. Là, on fait plus de journalisme. Et là, on voit comment le storytelling Dupont de Ligonnès, qui est devenu la figure de je sais pas quoi déjà. Je sais pas pourquoi ça intéresse autant. Alors oui, ça marche. Mais enfin, ça marche. Les gens sont pas débiles non plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un week-end, quand on leur avait donné aucune autre info qu'il est détenu à Glasgow et qui ont fini par s'apercevoir que c'est un type qui ressemble vaguement, bah, ça décrédibilise le travail journalistique globalement. Et donc, pour moi, le vrai problème, c'est pas le fait qu'on raconte des histoires avec le plus de passion, d'énergie, de talent possible, parce que c'est ça qui emmène les gens, ça c'est sûr. En revanche, le vrai sujet, c'est que chacun reste clair sur quel est le message. Donc, pour les journalistes, le message, ça doit être des faits et une information à communiquer le plus intelligiblement possible et surtout une information vraie et vérifiée. Pour éviter de semer le doute. Et je dis souvent que Novetic est un remède aux semeurs de doute. Et puis pour les communicants, bah, j'allais dire c'est la même chose et c'est plus compliqué parce que ça peut, mais c'est que à partir du moment où le message qu'on vous confie, il est sincère, honnête, et il a un objectif d'avoir un impact relativement positif, bah là votre travail est nettement plus facile. Si effectivement ça consiste à essayer d'habiller en racontant des histoires plus ou moins. Je raconte une dernière anecdote. Oui, vas-y. Une toute petite dernière. C'est Téléperformance a connu une très grave crise il y a pas très longtemps parce que en fait ils travaillent, ils font travailler des gens pour 100 € par mois en Colombie, en Afrique et ailleurs, pour en fait être la partie sombre de tout ce qu'on voit sur ChatGPT ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des humains qui filtrent tout ce qu'il y a de plus dégueulasse pour que vous l'ayez pas vous au final chez vous. Ceci est un chat, ceci n'est pas un chat. Ah non, c'est des vidéos vraiment trash. Hein. Ceci est une vidéo trash, ceci n'est pas une vidéo trash. Et parce qu'en fait, ça coûte plus cher de développer un algorithme pour les vidéos. Ça va pour alors les textes et les images, ça, c'est des algorithmes. Et pour les vidéos, c'est des humains. Et donc, ils sont totalement traumatisés. Parce que quand vous tapez 10 heures par jour, ce qu'il y a de plus dégueulasse dans l'humanité, forcément, c'est compliqué. Et donc, au Colombie est élu un régime de gauche. Le ministre du Travail dit qu'il va lancer en espagnol dans un tweet, une enquête sur ce problème des travailleurs de Téléperformance en Colombie. Et là, panique générale. Téléperformance perd 35% en une journée parce que les investisseurs responsables se disent ça y est, on a un Orpea bis. Courage, fuyons. Et c'est vrai. Et donc, là où ça devient formidable, c'est que c'est là où je veux en venir. En fait, c'est le communicant dont je ne donnerai pas de nom, la grande agence très connue dont Téléperformance est cliente, pond un communiqué totalement surréaliste dans lequel il est écrit textuellement que donc le dirigeant qui est toujours fait un peu sur la sortie mais de Téléperformance, explique que tout ça est absurde, qu'il aime la terre et que d'ailleurs il va planter des arbres, je sais plus. Et là, j'ai lu 3 fois le communiqué, j'ai appelé l'agence en disant vous êtes sérieux quoi? C'est-à-dire vous avez un problème social et en plus Téléperformance a un problème social sur la façon dont sont traités puisque il y a que 10% des salariés Téléperformance qui sont en France. Hein. Donc il y a un vrai problème, vous répondez pas que vous avez planté des arbres, je sais pas où. Et en fait, c'est là où j'ai compris que aujourd'hui et ça va être enfin un point de conclusion, c'est ce que j'appelle appliquer des vieilles recettes. C'est-à-dire que là, on est sur un nouveau type de problème, on est sur des nouveaux sujets qui sont comment on traite les soutes de la partie
tech des choses où en fait il y a des humains qui sont maltraités, c'est le nouveau type d'esclavagisme. Et comment on y répond en disant mais si j'aime la terre et les hommes et d'ailleurs j'ai une plante verte à la maison quoi. Alors Anne-Catherine, t'as parlé là du communiqué de presse, mais il y a aussi le post LinkedIn qui va avec, où le dirigeant en question donc se prend en photo. Je pense qu'on a tous vu ce genre de post LinkedIn. Donc c'est une photo, on ne sait pas d'où elle sort, hein, mais voilà, il est là avec un grand sourire et dans lequel il raconte comment il a vécu ça. Et donc oui, qu'il aime la terre. Qui a été écrit par son agence, ou en tout cas par un rédacteur ou une rédactrice, qui est peut-être parmi nous. C'est pour ça que je me lance souvent dans le truc que je me dis mais pourquoi je raconte ça ici? Mais en fait si, je sais très bien pourquoi je raconte ça ici. C'est-à-dire que je pense que c'est normal et c'est logique et j'ai regardé La Fièvre comme tout le monde. Hein. Pour finir avec cette anecdote, c'est que j'ai su par la bande qu'une agence du type La Fièvre avait été recrutée dans le cadre de la crise Novétype pour la Caisse des dépôts et je me suis dit bon bah je vois à peu près comment ça va marcher à partir de maintenant et c'est plutôt bien parce que c'était assez irrationnel jusque là. Et pour l'instant j'ai du mal à voir l'impact mais c'est normal et c'est normal parce que et peut-être on peut finir là-dessus. Moi ce que j'essaie de porter c'est que de toute façon tous ces sujets de transformation qui sont liés au changement climatique, qui sont liés à la radicale transformation du monde dans lequel on est, il suppose des ruptures fortes de tout, y compris des modes de communication. Mais après, souvent on me demande mais pourquoi ça bloque? Je dis mais pourquoi ça bloque? Parce qu'on ne reprogramme pas les gens comme ça. C'est-à-dire que des gens qui ont dirigé, ont réussi pendant les 30 dernières années sur un mode, ils vont pas se lever un matin en disant on va faire autrement. Ça n'existe pas en fait. Sauf que le dirigeant en question, il est pas tout jeune non plus. La question qui servira de conclusion, c'était la première qui a été posée via Menti. Que penses-tu de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique? C'était un mouvement formidable et c'est aussi un de ces signaux qui montrent que il faut surtout pas désespérer. C'est-à-dire que de temps en temps, en ce moment là, on est sur une fenêtre inverse. Mais au moment où c'est sorti, c'était il y a 2 ans de mémoire, il y a eu cette espèce de vent. Il y a aussi Quota Climat qui fait aujourd'hui un travail formidable. Ils viennent de lancer un observatoire. Enfin, on voit bien comment petit à petit est en train de s'organiser l'idée que faut pas raconter n'importe quoi sur ces sujets-là. Il faut resituer les choses. Je trouve que ça s'est quand même vu, ça a des impacts qu'on peut mesurer. Prenons le traitement du drame qui s'est passé à Valence à cause des inondations. Moi, j'ai trouvé que globalement, j'écoute beaucoup de médias différents. Ça commençait à émerger que tout ça, c'est quand même l'urbanisation forcée, que y a quand même. Enfin, je pense que le même événement il y a 2-3 ans, il aurait eu beaucoup moins de mise en perspective, etc. Il y a eu aussi la remise en cause c'est un cas d'école, hein, puisque le fait que le gouverneur d'extrême droite ait considéré qu'il fallait pas affoler la population, en fait, il est directement responsable de au moins 200 morts. Hein. Il n'est pas directement responsable des inondations. C'est l'autre délire trumpiste, c'est que ils ont dit que les démocrates avaient provoqué les ouragans. Donc, vous voyez le niveau de désinformation où on est aujourd'hui. Et ça se passe en Espagne, hein, voilà. Voilà. Mais du coup, ça démontre en fait les risques qu'il peut y avoir. Valence, c'est un événement fondateur très important parce que et on en revient au storytelling, vu la façon dont on raconte les choses d'un point de vue journalistique ou d'un point de vue communication, là, on fait de la pédagogie parce que c'est un drame. Il y a une population en plus très mobilisée et très en colère. Et ça veut dire que si on continue à raconter n'importe quoi, à dire que tout ça, c'est des événements qui vont pas arriver, et à faire surtout continuer à vivre comme si ça n'existait pas, ça fait plus de 200 morts. Donc là, on est en train, et il y a un rapport avec la charte, parce que la charte, elle rappelle que le travail de journaliste, c'est bien de rappeler ça quand il y a quelque chose comme Valence. C'est que l'urgence écologique, elle est pas pour demain, elle est ici et maintenant. Et que si les journalistes continuent à donner trop d'espace à des gens qui racontent n'importe quoi, en particulier sur le changement climatique, c'est un problème. J'ai un post que j'ai fait il y a quelque temps sur l'émission L'heure américaine de France Info qui avait donné la libre parole aux représentants de Trump en France, qui a déroulé à peu près tout et n'importe quoi du style. Il s'est agité partout. Voilà. Le changement climatique, c'est pas la responsabilité humaine sur le changement climatique, ça n'existe pas. Kamala Harris est plus bête que tout le monde, enfin, etc. Et donc je sautais sur mon canapé en me disant mais comment peut-on laisser dire ce type autant de d'âneries?
Et donc j'ai fait un post qui a eu beaucoup de visibilité. J'ai eu droit à la première censure de LinkedIn. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que le type en question que j'avais tagué a dû me dénoncer, plus un certain nombre d'autres. Et donc, tout ça pour dire que ce qui est quand même bien sur LinkedIn, c'est que ça a été gelé pendant 5-6 heures. Et après, je suppose qu'un humain a dû lire le post qui ne justifiait pas du tout cette censure. Et donc, j'ai été remise. Ce qui est important dans toutes ces histoires-là, c'est du storytelling hein, que je vous fais d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, il faut jamais lâcher. Et ça, c'est quel que soit ce que je ferai dans les temps qui viennent. Je pense qu'il faut jamais lâcher sur le fait que il faut pas céder au découragement, qui est une tendance qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est que redonner du sens aux mots, redonner du sens aux informations, aux faits, et toujours confronter ceux qui aujourd'hui ont beaucoup de paroles en les remettant en face de ce qu'ils ont dit et du coup d'ailleurs j'avais interpellé le journaliste de l'heure américaine et je sais pas jusqu'où c'est moi mais en tout cas il y a eu suffisamment de protestations pour que le lendemain il s'excuse et il rappelle bon c'était trop tard parce que c'était pas les mêmes gens devant la télé mais de facto ça sert pas à rien et la charte elle sert bien sûr pas à rien et que plus on cristallisera de forces qui sont autour de ce mode d'information et de communication authentique, sincère, plein d'humilité, et qui dit on fait ce qu'on peut, et ben plus on a des chances de gagner à la fin, en fait. Merci beaucoup Anne-Catherine. On peut t'applaudir plus fort. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.